Salut la team K-pop! Combien de Saja Boys ont vraiment survécu à la fin de K-pop Demon Hunters? Est-ce que tous les démons se nourrissent eux-mêmes? Ou est-ce que toutes les âmes finissent chez Guima? Et surtout, quels sont les pouvoirs de chaque type de démon qu'on voit dans le film? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors installez-vous, prenez votre petite boisson et on y va. Moi, c'est Lena, bienvenue dans cette plongée démoniaque au cœur de K-pop Demon Hunters. On va commencer par les plus visqueux du lot, les démons aquatiques. Les démons aquatiques, ce sont ceux qu'on voit dans la maison de bain, ceux que Rumi appelle comme ça dans le film. Ils sont très maigres, avec des membranes entre les doigts des mains et des pieds, des dents ultra pointues, pas de vêtements et des cheveux noirs toujours mouillés. Charmant. À ce que le film montre, ils semblent être uniquement mâles. On ne distingue aucune forme féminine dans ce groupe et ils se ressemblent tous énormément. Leur particularité, c'est qu'ils apparaissent toujours à partir de l'eau ou de l'humidité. Piscine, flaque, lavabo, vapeur. On comprend vite qu'ils ne peuvent pas surgir n'importe où comme les autres. Ça limite beaucoup leur puissance. Ils sont bloqués aux zones humides, ce qui en fait, à mon avis, la caste la plus basse parmi les démons montrés. En général, ils attaquent sans par derrière, en douce, en aspirant l'âme des gens sans qu'ils s'en rendent compte. La scène du bain est une des rares où ils foncent frontalement. Mais même là, face aux Huntrix, ils se font éclater. Ils sont dangereux pour les humains normaux, mais très faibles comparés aux chasseuses. Ensuite, on a les Dokaibi. Ce sont les démons généralistes du film, et sans doute les plus nombreux dans le sous-monde. Je les appelle comme ça parce qu'ils ressemblent beaucoup aux Dokaibi de la mythologie coréenne. Des êtres farceurs liés à la nature, un peu comme des gobelins. Dans les légendes, ils peuvent se transformer en humains, jouer des tours, et parfois même accorder richesse ou trésors aux mortels qui le méritent. Dans K-pop Demon Hunters, la vibe est différente. Ils ont un look grotesque, dents énormes, peau colorée, chiffres gravés, et leur focus principal, c'est voler des âmes, pas donner des leçons de morale. Leur domaine, c'est la terre ferme. Ils surgissent du sol, des murs, et foncent sur les gens pour les dévorer. Autre point important, il existe des versions masculines et féminines, et ils peuvent se métamorphoser en humains. On le voit clairement dans la scène de l'avion. Détail délicieusement bizarre. Certains ont carrément des cornes de licorne. Si vous n'aviez jamais remarqué ça, voilà, c'est cadeau. Au début du film, dans le flashback sur les premières chasseuses, on voit des Dokaibi courir après les humains en pleine rue. À cette époque, les gens voyaient les démons, ils savaient qu'ils existaient. Aujourd'hui, tout le monde pense que ce ne sont que des légendes, mais eux n'ont jamais vraiment disparu. Et lorsqu'ils apparaissent, on n'est pas seul avec eux. Un autre groupe les accompagne, les Jeoseong-saja. Dans la culture coréenne, les Jeoseong-saja sont des sortes de faucheurs chargés de guider les âmes des morts vers Yeomna, le roi du sous-monde, qui décide de leur destin final, réincarnation, paradis, punition. Dans le film, leur design est très fidèle. Chapeau noir, manteau sombre, allure élégante et inquiétante. Mais leur rôle est différent. Ce ne sont pas des guides neutres, ce sont de vrais démons. Ce que K-pop Demon Hunters nous montre d'eux, il existe des hommes et des femmes avec cette skin de faucheur. On le voit dans plusieurs scènes où des silhouettes féminines se détachent dans le groupe. Ils peuvent se téléporter, laissant derrière eux une traînée de fumée rose ou violette. Comme les Dokaibi, ils peuvent aussi se transformer en humains. Les Saja Boys eux-mêmes sont des Jeoseong-saja ayant pris forme d'idoles. Ils semblent plus haut placés dans la hiérarchie démoniaque. Dans plusieurs scènes, ils observent pendant que les autres attaquent ou donnent l'impression de diriger les opérations. Leur manière d'attaquer est souvent plus subtile. Ils usent de chants, de musique, de danse, d'enchantement ou aspirent les âmes discrètement plutôt que de foncer comme des bêtes sauvages. Regardez la scène où les Saja Boys colorent toute la rue. Les couleurs changent, les gens s'arrêtent, fascinés. C'est un pouvoir d'enchantement massif, presque beau, mais hyper dangereux. Pour moi, le rôle principal des Jeoseong-saja est d'affaiblir les foules par l'art et la séduction, pour que les autres démons, aquatiques ou Dokaibi, puissent plus facilement récupérer les âmes. On les voit très peu en train de sucer des âmes eux-mêmes, et quand ils le font, c'est rapide. Je parierais qu'avant la création du Honmoon, ils jouaient plus souvent ce rôle, mais qu'après, le sale boulot a été délégué aux castes inférieures. Et maintenant, la partie que vous attendiez depuis le titre, les Saja Boys ne sont pas tous morts. Et j'ai des arguments. À chaque fois qu'un Jeoseong-saja se téléporte, il laisse une fumée derrière lui. Quand un démon meurt, par contre, il se désintègre en sorte de petits carrés de papier brûlé, comme des confettis qui se consument. Alors regardons la bataille finale. Mystéricolant, il fonce sur Zoé, elle essaie de le frapper, il esquive. Quand elle utilise son arme, il évite encore et disparaît en fumée. Il ne brûle pas, il ne se fragmente pas. Donc pour moi, il s'est téléporté, pas détruit.
Baby, on le voit un instant, bouche ouverte, à côté de Mystery. Mais quand l'angle de caméra change et que Mystery charge Zoé, Baby n'est plus là. Il ne meurt pas à l'écran. La conclusion logique, il a pris la fuite, retour discret au sous-monde. Romance, Mira le frappe, il se prend le coup, mais on ne voit pas sa destruction. Il disparaît hors champ. Probabilité forte qu'il ait aussi fui. Abby. Là, oui, on a une mort claire. Mira le tranche au niveau du ventre et on le voit brûler, se désintégrer, visage tordu dans la douleur. Jinyu, lui, se sacrifie vraiment. Il bloque l'attaque enflammée de Guima destinée à Rumi et on voit son corps se consumer. Il existe une théorie qui dit que son âme entre dans l'arme de Rumi. Mais ça, gardons pour un autre script. Ce qui compte ici, c'est que Mystery, Baby et Romance n'ont pas été montrés en train de mourir. Ils disparaissent, s'évaporent, fuient. Et ça ouvre une porte énorme pour une suite. Les Saja Boys pourraient très bien revenir, soit pour se venger, soit pour chercher une nouvelle chance. Le groupe suivant est, pour moi, le plus inquiétant. Les démons sans visage. Personne ne parle beaucoup d'eux, mais ils réussissent à capturer tout un train de passagers. C'est terrifiant. Ils semblent plus puissants que les aquatiques ou certains Dokaibi, mais surtout parce qu'ils attaquent en meute. Seuls, ils sont éliminés en un coup. En groupe, ils deviennent une vraie catastrophe. On peut presque les voir comme une légion, une masse de démons fusionnés formant une vague vivante. Ils sont parfaits pour attaquer des foules, comme on le voit dans la scène du métro. Physiquement, ils sont très maigres, nus, sans visage, sans distinction de mâle ou femelle. Leur design rappelle beaucoup certaines créatures d'autres films fantastiques, ces êtres qui se nourrissent d'âmes, avec de grands corps filiformes et une bouche énorme. Dans le sous-monde, ils apparaissent tout comme les autres races et semblent penser et agir normalement, même sans yeux ni bouche visible, ce qui les rend encore plus dérangeants. La dernière race dont je vais parler, ce sont les métis, les hybrides. Dans le film, le seul exemple qu'on voit clairement, c'est Rumi. Mais à partir d'elle, on peut déduire des règles. Les seuls démons capables de se transformer en humains sont les Dokaibi et les Geozyong Saja, qui sont aussi ceux qui ressemblent le plus aux humains. Donc logiquement, les mestizos ne peuvent être que les enfants de ces types de démons avec des humains. Rumi nous montre plusieurs caractéristiques importantes. Elle possède des marques sur le corps qui peuvent grandir avec le temps. Plus elle essaye de les cacher, plus elles s'étendent. Jinyu dit qu'elle a honte de ces marques, et elle confirme que cette honte les fait grandir encore plus. Elle peut faire apparaître des griffes, comme on le voit quand elle parle avec Céline à la fin. Elle a aussi la capacité de se téléporter, un pouvoir emprunté clairement au côté Geozyong. Et surtout, elle peut influencer le Honmun, la barrière magique, en fonction de sa lignée. Si elle est fille d'un Geozyong Saja, par exemple, cela expliquerait pourquoi son pouvoir est si particulier. Moitié chasseresse, moitié faucheur. Les mestizos, au final, sont des ponts vivants entre les deux mondes. Le côté humain qui ressent et le côté démoniaque qui manipule l'énergie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ces théories font sens pour vous? Vous croyez, vous aussi, que la plupart des Saja Boys ont survécu et qu'ils pourraient revenir dans un K-pop Demon Hunters 2 pour se venger ou se racheter? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez kiffé cette analyse démoniaque, abonnez-vous, mettez un like. Parce que franchement, ce genre de vidéo, ça demande un boulot de démon. On se retrouve très vite pour décortiquer un autre secret de K-pop Demon Hunters. C'était Lena, et n'oubliez pas, le vrai pouvoir du Honmun, c'est la sincérité du cœur. À très bientôt.